Il existe un célèbre adage en Afrique qui dit il y a 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron. Ça pourrait être le deuxième titre de l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, écrit par Bernard Nanga, intitulé Chauve-souris. Bonjour à vous, chers lecteurs et lectrices de par le monde. Vous êtes sur la plateforme Books and Life. Si vous êtes un passionné de lecture, voici la plateforme pour vous. Si encore vous êtes de ceux-là qui avaient toujours désiré débuter une culture de lecture, mais ne sachant pas par où commencer, par quoi commencer, cette plateforme est pour vous. Sur Books and Life, nous sommes pleinement persuadés qu'il est possible d'apprendre par l'expérience des autres sans forcément passer par la douleur de l'apprentissage. Tout simplement en lisant les bons livres, tout simplement en ayant dans les mains les livres qu'il faut, vous êtes capable de tirer les leçons de ces auteurs sans avoir à transporter le bagage émotionnel de souffrance et de drame. Et donc sur Books and Life, parce que nous le croyons, nous vous rendons disponible à chaque épisode des livres qui changent votre vie, votre perception de la vie, votre perception de vous-même, des autres et donc du cosmos. L'ouvrage de ce jour, intitulé Chauve-souris, écrit par Bernard Nanga en 2001, paru en 2001, et qui comporte 281 pages, est un roman qui nous raconte dans un pays imaginaire, d'une ville imaginaire et d'un village imaginaire. Nous sommes dans la petite ville de Bordeaux et également dans le village de Vemele, qui sont les deux lieux fatidiques où va se dérouler toute la trame de notre histoire. Cette histoire présente un notable du pays, d'un pays X en Afrique, puisqu'il ne le désigne pas, qui a pour un de ses dignes représentants en la personne de M. Robert Bilanga, qui en lui-même présente toute la quintessence et toute l'essence du leadership africain des années 90, tel qu'on le voyait à l'époque. Alors, Robert Bilanga a autour de lui personnages secondaires tels que Arlette, tels que son épouse, la très discrète Marie, et son fils qui a soif de liberté et qui a soif d'un changement dans la présentation des élites et du leadership africain en général. Monsieur Robert Bilanga, le personnage principal, a autour de lui d'autres personnages secondaires tels que Arlette, sa très discrète épouse Marie, son fils qui a soif de voir l'Afrique avoir à sa tête un leadership plus engagé et plus intègre. Et évidemment, on pourrait les prendre à part entière comme un personnage, les habitants du village de Mvemele. Alors, M. Robert Bilanga a été élevé par une mère célibataire. Et comme cela est encore le cas aujourd'hui dans plusieurs coins de l'Afrique et même du monde, elle a été assistée par le village tout entier, les oncles, les tantes, les cousins, chacun à son niveau a participé à l'éducation et à l'élevation de Robert Bilanga. Arrivé aux sphères les plus hautes du leadership, du pouvoir, M. Robert Bilanga va se retrouver, peut-être malgré lui, diraient certains, peut-être pas, en train de devoir faire un choix difficile. Lui, il est ce personnage important, ce fonctionnaire important de l'État. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les siens, c'est-à-dire le village de Mvemele, c'est-à-dire sa famille, ne bénéficient pas vraiment de cette influence qui est la sienne. Et donc ça va créer un déchirement émotionnel et même physique entre lui et ses parents du village de Mvemele. Par parents, j'entends toutes ses oncles, ses tantes, ses cousins avec lesquels il est relié de façon filiale. Alors, le livre nous amène à nous poser beaucoup de questions et nous amène à nous interroger. Par exemple, au travers de sa relation ambiguë avec la jeune Arlette, qui est une mère célibataire et maman d'une petite fille et qui se retrouve du jour au lendemain abandonnée par le père de son enfant et qui se bat comme un lion, comme une lionne, pour subvenir aux besoins de cet enfant. Et c'est dans ce contexte qu'elle rencontre Robert Bilanga qui, bien sûr, lui propose un pont d'or en échange de devenir sa maîtresse. Et elle se retrouve dans ce dilemme émotionnel, ce dilemme moral entre subvenir aux besoins de sa fille qu'elle fait tant bien que mal ou subvenir toujours aussi aux besoins de sa fille mais d'une manière beaucoup plus aisée, mais en contrepartie en acceptant d'être moralement mise au banc de la société, en acceptant de devenir le deuxième bureau, ce qu'on appellerait dans certains coins d'Afrique aujourd'hui la Chisa, ce qu'on appellerait dans certains autres coins d'Afrique aujourd'hui la Panthère, bref, autant de surnoms qui ont été donnés aux maîtresses dans notre contexte actuel. Et l'autre dilemme et l'autre questionnement, l'autre leçon que nous apporte ce livre, parce que le livre se conclut avec la décision qu'a prise Arlette. Est-ce que Arlette va céder pour la résolution de ses besoins immédiats, accepter d'être la maîtresse, de devenir la maîtresse de M. Robert Bilanga, ou est-ce qu'elle va lui dire non, je sais que
cette souffrance, cette épreuve que moi et ma fille nous traversons n'est que pour un moment. Et je refuse de prendre une décision permanente sur la base d'un événement qui est sujet au changement. Et l'autre leçon également de cet ouvrage, c'est avec la vie même du personnage central qui est monsieur Robert Bilanga et ce déchirement qu'il vit non seulement avec ses parents de son village, ses oncles, ses cousins, mais également qu'il vit même au sein de sa famille, avec son fils, avec lequel il ne s'entend pas, son fils lui reprochant que avec toute cette influence et tout ce pouvoir qui est maintenant le sien, comment se fait-il qu'il ne fasse pas du bien, qu'il ne participe pas à l'éclosion de la communauté, non seulement du peuple vémélé, mais de toute la nation en général. L'une des leçons que l'auteur nous permet d'avoir, c'est qu'en fin des fins, on pourrait donner beaucoup d'excuses, on pourrait donner beaucoup de raisons pour lesquelles M. Robert Bilanga agit tel qu'il agit. Mais une chose est sûre, et je pense que c'est l'une des leçons majeures que l'auteur veut emmener à notre conscience, c'est que nous avons toujours le choix. De la même manière que Arlette peut décider d'accepter de devenir la maîtresse de M. Robert Bilanga, ce qui lui donnera une vie beaucoup plus aisée, elle n'aura plus à se préoccuper de comment réunir l'argent pour payer l'école de sa fille, comment réunir l'argent pour payer son bailleur. Mais de l'autre côté aussi, elle peut choisir de comprendre que non, elle est une personne à part entière et elle n'a pas à se vendre, accepter qu'un prix soit mis sur sa personne juste pour résoudre des problèmes qui sont appelés à disparaître avec le temps, à la force du travail, à la force de la discipline. L'une des grandes leçons de cet ouvrage, c'est est-ce que l'on doit se soumettre, est-ce qu'on doit accepter forcément de suivre la voie de l'eau, la voie du courant, de la voie la plus facile pour nous, si ça signifie que quelque part on doit changer les valeurs auxquelles on croit dès le départ. Si ce n'est pas une valeur pour nous, ce n'est pas une question, ce n'est pas un sujet à débattement. Mais si c'est une décision qui doit emmener à ce qu'on reconsidère quelque chose qu'à la base on considérait comme une valeur, alors il est important pour nous de s'asseoir et de faire une introspection. Est-ce que si j'avais tout l'argent du monde, je parlerais avec cette personne? J'entretiendrais les relations que j'ai avec cette personne? Si la réponse est non, ça veut dire que même si je n'ai pas ces moyens, il ne devrait pas y avoir de relation entre moi et cette personne. Mais si même ayant tout l'argent du monde, je suis prête et je suis d'accord, et je suis en accord avec moi-même d'avoir des relations avec cette personne, alors je dois aller de l'avant et continuer parce qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui influencent à ce moment-là ma décision. Et par conséquent, mon choix d'être avec cette personne vient d'une position d'authenticité et de vérité envers moi-même et d'harmonie en moi-même. L'autre leçon de cet ouvrage, comme disions tantôt, Robert Bilanga, au travers de son histoire, nous montre que nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix de suivre ce que la société nous propose ou ce que nos collègues ou notre environnement immédiat, social ou professionnel nous propose, ou encore le choix de faire ce que nous savons comme intrinsèquement bien pour la communauté. Et c'est un choix auquel, jusqu'à la fin de l'ouvrage, on n'a pas vraiment le sentiment que M. Robert Bilanga est arrivé à se décider pleinement. Et comme le dit le célèbre adage, whether you choose or whether you not choose, you have already made a choice. Que vous choisissiez de choisir ou même que vous faisiez le choix de ne pas choisir, vous avez déjà fait un choix. Et donc cette indécision-là qui est la sienne du début à la fin du roman nous appelle, nous interpelle également à toutes ces décisions, à toutes souvent ces décisions que nous prenons et avec lesquelles nous ne sommes pas en accord en nous-mêmes, ou alors ces décisions que nous choisissons de ne pas prendre, oubliant que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et donc, l'auteur nous interpelle à prendre notre vie en main. L'auteur nous interpelle à accepter de prendre des décisions et même des décisions difficiles. Des décisions qui parfois vont mettre notre ego à mal, dans l'inconfort, pour un moment, parce que nous regardons un plus grand but qui est celui de servir l'humanité tout entière. Nous vous laissons à méditer. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.